Et bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Face au candidat Hollande, la droite affûte sa stratégie. Le Premier ministre François Fillon dénonce ce soir une illusion d'optique et rappelle que la primaire socialiste n'est pas le premier tour de la présidentielle. L'UMP se met aussi en ordre de bataille pour décortiquer et tenter de décrédibiliser le programme PS. On en parle avec les éditorialistes Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles, Serge Raffi du Nouvel Observateur et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. C'est une première sortie symbolique effectuée par le candidat socialiste François Hollande. Il a rendu hommage à Asnières-sur-Seine aux victimes de la répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 61. Depuis le pont de Clichy, il a jeté une rose à la Seine pour commémorer les 50 ans de ce triste épisode de l'histoire. La suite du programme du candidat, une visite demain matin devant les groupes PS du Sénat et de l'Assemblée avant de s'envoler pour Madrid en Espagne dans le cadre d'une campagne qui redémarre sur les chapeaux de roue. On en parle avec notre invité ce soir, Pierre Moscovici. Dans l'affaire des écoutes téléphoniques d'un journaliste du Monde enquêtant sur le dossier Bettencourt, le directeur central du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, a été mis en examen pour atteinte au secret des correspondances. Le patron du renseignement français n'entend toutefois pas démissionner. François Hollande s'en étonne. François Fillon rappelle le principe de la présomption d'innocence. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Ils en trépignent d'impatience. Au lendemain de la primaire socialiste, les ténors de la majorité contre-attaquent. Pour Alain Juppé, le PS a mangé son pain blanc. Jean-François Copé réunit ses troupes demain lors d'une convention pour passer à la moulinette, dit-il. Le programme socialiste et ce soir, le Premier ministre François Fillon monte au créneau. Margot Aubrio. À droite, la riposte s'organise. Son adversaire pour 2012 à peine désigné, l'UMP sort les griffes et entend occuper le terrain médiatique. Ce soir, c'est le chef du gouvernement qui ouvre le bal. On n'a pas beaucoup de repères sur son expérience gouvernementale ou ministérielle puisqu'il n'en a pas. Quand on entend François Hollande dire au fond mon programme c'est de réenchanter le rêve français, on se dit que vraiment le projet du Parti socialiste est à côté de la plaque. Il y a un temps pour le rêve, il y a peut-être eu un temps pour le rêve, aujourd'hui il y a un temps pour le principe de réalité. L'UMP condamné à une diète médiatique compte bien reprendre la parole. Toute la journée, les petites phrases se sont succédées avec un objectif, décrédibiliser François Hollande. La gauche dite molle, c'est quoi? C'est surtout, et de ce point de vue, François Hollande en est, on le sait les uns comme les autres, l'incarnation, l'inaptitude à prendre des décisions courageuses. La contre-offensive est bien réglée. Dès demain, l'UMP organise une convention pour démonter point par point le projet socialiste. Et lundi prochain, c'est Nicolas Sarkozy qui devrait s'adresser aux Français. Mais la mission est délicate pour l'UMP qui n'a pas encore de programme ni de candidat déclaré et n'en aura sans doute pas avant 2012. Et puis au Parti socialiste, l'heure est au rassemblement, bien sûr, mais il y a aussi quelques ajustements. Dès ce matin, dans le camp Hollande, on s'inquiétait du possible manque d'osmose entre le parti et le candidat. Les proches du vainqueur ont ainsi demandé une réorganisation du parti afin d'avoir toute leur place. Flora Sauvage. Très attendu, l'habituel point presse de Benoît Hamon, un proche de Martine Aubry, n'a pas eu lieu ce matin. Au lendemain de la primaire socialiste, la guerre des postes a commencé. Martine Aubry, elle, a récupéré son siège de première secrétaire et elle n'a qu'un mot à la bouche, le rassemblement autour du candidat. Nous avons maintenant un candidat, c'est François Hollande, et le Parti socialiste va travailler totalement avec lui, derrière lui. Nous allons débattre de toutes les organisations avec François Hollande, mais je ne pense pas que ce soit son état d'esprit. Il connaît le mien et je crois que la droite ne pourra pas jouer là-dessus. Donc nous serons tous unis pour battre Nicolas Sarkozy. Ce matin, les partisans de François Hollande ont réclamé un rééquilibrage à l'intérieur de la direction du parti en faveur des proches du candidat. Le but, éviter le précédent de 2007 où l'appareil n'avait pas soutenu la candidate investie. Car aujourd'hui, l'appareil du parti est majoritairement acquis à Martine Aubry. Il faut juste que l'association soit totale et qu'on ait la possibilité d'avoir accès aux mêmes informations, aux mêmes décisions et que ça se passe en bonne intelligence. Le nouveau casting du Bureau national devrait compter des proches de François Hollande, mais pour les partisans de la première secrétaire, il ne faut pas bousculer les choses. La direction des partis socialistes est issue d'un congrès. Donc les primaires ne sont pas un congrès. Il n'y a pas de raison que les choses évoluent, d'autant qu'il y a des personnes importantes qui sont de l'équipe de campagne de François Hollande qui sont à l'intérieur du Bureau national. Donc
On verra. Décalé à mercredi soir, le Bureau national devrait être le théâtre d'âpres négociations entre aubristes et hollandistes avant l'investiture du candidat samedi prochain lors de la convention nationale du parti. Et avec 56,6% des voix, il est le vainqueur incontesté de cette primaire socialiste. Il est aussi celui qui a toujours appelé au rassemblement. Rassemblement au sein du Parti socialiste et rassemblement de la gauche et peut-être même au-delà. C'est en tous les cas ce qu'espère François Hollande. Tous les détails avec Thomas Raguet. À peine désigné candidat socialiste à la présidentielle, François Hollande lançait déjà un appel à ses partenaires, à commencer par les écologistes. Moi, j'ai suffisamment de respect pour les écologistes, pour savoir qu'ils ont leur place, toute leur place dans le rassemblement qu'il faudra construire. Des écologistes qui composeront avec un candidat PS pourtant moins proche de leur position. Martine Aubry avait fait des pas bien plus conséquents sur la question de la sortie du nucléaire et nous allons donc continuer la discussion collective avec l'ensemble des interlocuteurs du Parti socialiste. Nous avons une volonté, celle du rassemblement de la gauche et des écologistes autour d'un accord programmatique et électoral. Voilà, donc nous, on est plutôt sereins en fait. De la même manière avec le front de gauche, il y aura des frottements. On en connaît le candidat et il aime ce type de confrontation. Et en même temps, c'est la gauche. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, l'appel au rassemblement a aussi été entendu. J'en suis très heureux, d'abord que l'on soit sorti de ce côté chien de faïence assez offensant pour moi, qui pendant un temps avait conduit certains dirigeants socialistes à m'assimiler à l'extrême droite. Eh bien, je suis heureux que cette page soit tournée. Maintenant, nous voici de nouveau sur un terrain plus calme, donc je propose que nous ayons un débat sur le fond. Et puis, il y en a d'autres qui ne savent pas s'ils sont de gauche, qui savent qu'ils ne sont plus de droite, ce qui est déjà pas mal, et qu'il faudra bien accueillir le moment venu, s'ils en décident. François Hollande a également tendu la main, sans le citer, au MoDem de François Bayrou. Mais le parti centriste a d'ores et déjà annoncé qu'il l'attendrait demain pour réagir à cet appel du pied socialiste. Invité politique du 22h ce soir, le député socialiste du Doubs et coordinateur de la campagne de François Hollande, Pierre Moscovici, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. D'ailleurs, est-ce que pour la campagne de 2012, vous restez le coordinateur de la campagne? Il n'y a pas de décision prise. On va continuer à travailler ensemble, c'est sûr, avec François Hollande. Bon, vous confirmez que là, il va y avoir une nouvelle équipe c'est une autre étape. Donc les primaires, c'est une étape fondamentale, mais c'est pas l'étape décisive. L'étape décisive, c'est l'élection présidentielle. Et François Hollande n'est pas pressé. Vous êtes, monsieur le coordinateur de la campagne de François Hollande? De la campagne des primaires. François Hollande n'a pas décidé ce qu'il allait faire, et moi je suis à sa disposition évidemment. Ce qui est certain, c'est que je serai présent, voire très présent dans cette campagne, mais à la fonction, au rôle qu'il choisira pour moi. Pour cette nouvelle équipe, encore un mot, est-ce que vous demandez aussi qu'elle soit élargie aux partisans de Martine Aubry, un petit peu dans le même esprit de ce que vous demandez pour le Parti socialiste au pro-Hollande? Pas seulement les partisans de Martine Aubry, l'équipe de campagne qui sera faite demain, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, par François Hollande, sera une équipe de rassemblement. Et donc il y aura des partisans, comme vous dites, de tous les candidats aux primaires et au-delà. Il y aura des partisans de Manuel Valls, il y aura des partisans d'Arnaud Montebourg, il y aura des amis de Ségolène Royal, il y aura certains de ceux qui ont soutenu Martine Aubry, et il y aura tout de même les amis de François Hollande, ceux qui étaient avec lui dans sa campagne. C'est la règle du jeu, c'est la règle du genre. Et comme l'a dit Martine Aubry tout à l'heure, là je suis complètement d'accord avec elle, on ne va pas nous prendre en flagrant délit de division. Nous ne sommes pas en train de faire un congrès, nous sommes en train de bâtir une équipe du Parti socialiste pour être en tête au premier tour et pour battre Nicolas Sarkozy au second. Les primaires, c'est fini. Il y a eu une tension qui était légitime, c'est dépassé. Et maintenant, on va se tourner vers les Français. Parce que ce que les Français attendent de nous, c'est l'espoir. C'est la possibilité d'une justice sociale retrouvée. C'est le changement, c'est l'alternance. C'est en finir avec ces équipes de droite cyniques autour de Nicolas Sarkozy. Puisque vous parlez de changement, encore un mot sur le Parti socialiste. Vous demandez des changements concrètement. Est-ce que ce changement doit passer, je ne sais pas, par le changement du porte-parole, Benoît Hamon? C'est pas comme ça du tout que les choses se sont passées. J'ai vu votre reportage, comme j'en ai vu d'autres dans la journée. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que Martine Aubry est première secrétaire du Parti socialiste, elle le reste. C'est que la direction du Parti socialiste a été formée au lendemain du congrès de Reims, c'est la direction du Parti socialiste. Mais quand arrive un candidat qui n'est pas le premier secrétaire du Parti socialiste, et le Parti socialiste doit se mettre à son service pour l'aider à gagner l'élection présidentielle, il y a besoin de mutualiser, de s'informer mutuellement sur un certain nombre de fonctions. Lesquelles?
les finances du parti, évidemment, aussi les accords électoraux. Pourquoi? Parce que c'est la future majorité présidentielle, la future majorité gouvernementale qui se dessine là. Et les discussions avec les partenaires, puisqu'il y a des positions Donc sur... concrètement, quel poste? Non, mais c'est pas, on va pas remplacer les gens. Il faut qu'il y ait des ajouts. Et je pense, moi, qu'il y a eu des discussions qui ont été conduites aujourd'hui, et je peux le dire, dans le meilleur esprit. On essaye de faire en sorte comme si c'était, voilà, deux camps, l'un qui se défend contre l'intrusion de l'autre, comme si nous voulions prendre Solferino. Non. Pas du tout. Un parti plus gros. Non. Plus de têtes. Pour 2 ou 3 postes où on va peut-être associer davantage les amis de François Hollande. Ça n'avait quand même pas être la mer à boire. Peut-être vous, Pierre Non, pas du Moscovici. tout. Alors moi, Solferino, non. D'ailleurs, je crois que je dois être membre de la direction du Parti Socialiste. Alors, Pierre Moscovici, François Fillon a rappelé ce soir que l'élection d'hier, ce n'était pas le premier tour de la présidentielle. Vous en êtes conscient? Mais totalement. Ah bon? Encore que François Fillon devrait quand même regarder une chose. C'est que quand un parti réunit 2,8 millions de personnes dans les urnes, c'est déjà un score considérable. Quel parti fait 2,8 millions de voix au premier tour de l'élection présidentielle? Il n'y en a pas beaucoup. Nous en faisons, nous, 5 ou 6. Au fond, il n'y a pas que des électeurs socialistes qui sont allés voter. Il y a beaucoup d'électeurs socialistes. Et c'est quand même quelque chose de fantastique. Et je trouve que les dénis de toute nature, que ce soit ceux de Jean-François Copé, que ce soit ceux de François Fillon, montrent une seule chose. C'est qu'ils n'ont pas compris que s'est passé hier quelque chose de formidable. Je n'en tire absolument pas la conséquence que François Hollande est déjà élu président de la République. Pas du tout. Mais il a derrière lui, avec lui, une force considérable, une légitimité qu'aucun candidat, je dis bien aucun candidat d'une formation démocratique n'a eu dans ce pays avant lui. 2,8 millions de personnes qui sont là. Et pour la droite, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Alors, Oui, ils essayent un peu comme ça de rattraper le coup, mais Moscovici, c'est pas terrible. Ils essayent de rattraper le coup, vous le dites peut-être, mais ils organisent une convention anti-PS pour, disent-ils, passer à la moulinette de votre programme. Le programme soliste, ça y est, l'heure du vrai combat a sonné, vous n'êtes plus entre amis. Mais je trouve ça très bien. Parce qu'on a beaucoup vu les socialistes, c'était nécessaire. Trop. C'est un grand débat démocratique, mais on va voir la droite. Et qu'est-ce qu'on va voir en voyant la droite? On va voir des gens divisés, on va voir des gens sectaires, on va voir des gens qui ont des comme ça tics de langage, qui fonctionnent avec des fiches qui leur viennent de l'Élysée, avec des slogans, et puis surtout qui n'ont plus rien à proposer au pays. Parce que, en effet, eux n'ont ni projet, ni candidat. Et donc, qu'on les voit. Plus on les voit, plus on les fuit. Et puis on a bien compris aussi qu'ils n'étaient d'accord sur rien. Par exemple, j'ai vu ce qu'a dit tout à l'heure le Premier ministre. J'ai bien noté qu'il disait exactement l'inverse de Nicolas Sarkozy sur les primaires. L'un trouve qu'elles sont favorables à l'esprit de la Ve République, c'est François Fillon. L'autre trouve qu'elles sont contraires, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour messieurs l'exécutif, on s'entend bien là-haut. Alors François Hollande appelle au rassemblement. Le premier à l'avoir entendu, Pierre Moscovici, ce soir, est-ce que vous savez qui c'est Lionel Jospin. Il a dit qu'il pourrait être disponible pour accompagner, même être présent dans la campagne. Quel rôle peut-il jouer? Actif, selon vous? Écoutez, moi, je m'en réjouirais. Lionel Jospin est un homme pour qui j'ai de l'affection, de l'admiration. Il a été le Premier ministre d'un gouvernement dans lequel je figurais. Et à l'époque, François Hollande était son premier secrétaire. D'ailleurs, il a dit aussi qu'il avait voté pour François Hollande aux 2 tours des primaires. C'est un homme qui est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiques, qui est une référence pour les Français, la référence d'un homme honnête, qui a bien gouverné. S'il veut jouer un rôle actif, s'il veut faire des meetings, être là en sage, l'homme qui a quand même bien. marqué 2002 peut être présent dans une campagne pour 2012. Bien sûr, parce que vous savez, il a marqué pas seulement 2002, il a marqué de 97 à 2002 avec un bon gouvernement, et beaucoup de Français aujourd'hui qui n'ont pas voté pour lui le 21 avril 2002 le regrettent encore. Transmettre comme ça le témoin entre les générations, je trouve ça formidable. Et donc si Lionel veut être avec nous, c'est un atout. Alors avec vous et avec François Hollande qui a promis hier de réenchanter la France, est-ce que c'est Hollande l'enchanteur? Et quelle est sa baguette magique? C'est une jolie formule. C'est un mot que les Français ont un peu perdu l'habitude d'utiliser. Non, pas seulement enchanté. Je vais vous dire quel est ce mot. C'est le mot d'espoir, justement. Parce que tout ce que fait Nicolas Sarkozy depuis 5 ans, ça clive, ça divise, ça dessèche. C'est une politique qui est une politique un peu triste, une politique injuste. Et réenchanter la France, redonner un rêve français, c'est-à-dire simplement qu'on redonne une perspective aux Français, notamment aux plus jeunes, leur disant que demain, oui, à nouveau, l'avenir offrira des perspectives plus importantes, plus prometteuses que
celle qui aujourd'hui n'existe plus, et que la vie des jeunes pourra être meilleure que celle de leurs anciens, alors qu'ils perçoivent exactement le contraire. Pour finir, demain, François Hollande, pour son premier voyage, vous l'avez confirmé tout à l'heure, en tant que candidat officiel du PS à la présidentielle, se rendra donc en Espagne. Pourquoi l'Espagne? Est-ce qu'il veut comprendre pourquoi les socialistes de Zapatero ont échoué face à la crise? Il ne verra pas Zapatero. Il est invité par une fondation, par plusieurs fondations en réalité progressistes. Il aura l'occasion de rencontrer Lula notamment. Mais il va humer le parfum de la fronde sociale dans un pays dirigé par les socialistes également, non? Et Lula lui montrera comment on réussit à gouverner longtemps un grand pays comme le Brésil en développant le PIB, la justice et l'écologie. Merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Merci Dans à un vous. instant, la suite du 22h, mais notez-le dès à présent, juste après votre journal ce soir, vous pourrez suivre, et bien sûr Public Sénat, une nouvelle émission intitulée L'heure du choix. Alors pour plus d'informations, on retrouve tout de suite Gilles Leclerc qui nous en dit plus. Oui Sonia, on va se retrouver dans quelques minutes maintenant pour le premier numéro d'À l'heure du choix, un thème important dont on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, la morale et la politique, la République exemplaire. Premier numéro donc avec deux invités, le nouveau sénateur socialiste André Valigny et l'UMP Patrick Devedjian. L'heure du choix, c'est dans quelques minutes à 22h30. Merci beaucoup Gilles, rendez-vous donc à 22h30 sur notre antenne. La suite du 22h dans un instant, de nombreux journalistes qui analyseront avec nous la contre-attaque de la droite après le long épisode des primaires. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info de Cécile Sixou avec notamment les députés qui viennent d'approuver le plan de sauvetage de Dexia. On voit cela tout de suite. Non, il ne démissionne pas. Bernard Squarcini, mis en examen cet après-midi dans l'affaire des Fadettes, n'entend pas quitter son poste. Le patron du renseignement intérieur est accusé d'avoir espionné un journaliste du Monde qui enquêtait sur le dossier Woerth-Bettencourt. Ce soir, Claude Guéant demande le respect de la présomption d'innocence. Le verdict est tombé. Liliane Bettencourt a été placée sous tutelle par une juge de Courbevoie ce matin. C'est désormais sa fille et ses petits-fils qui prendront les décisions pour l'administratrice de L'Oréal. D'après les diagnostics médicaux, la milliardaire souffrirait de démence mixte et de la maladie d'Alzheimer. Une décision redoutée par la troisième fortune de France. Hier, dans les pages du JDD, elle menaçait de fuir à l'étranger. Ses avocats ont fait appel. Ce soir, Liliane Bettencourt reste tout de même sous la tutelle de ses enfants. Il veut faire taire les rumeurs. Dominique Strauss-Kahn demande à être entendu sur l'affaire de proxénétisme lillois où son nom est mentionné. Présenté comme un de leurs clients par les prostituées de l'hôtel Carlton, l'ancien directeur du Fonds monétaire international souhaite mettre fin aux insinuations malveillantes et se laver de tout soupçon. La justice envisage bien une audition, mais pas de convocation pour le moment. Moins 15%, le titre Dexia s'effondre cet après-midi à la Bourse de Paris. C'est donc sur fond d'inquiétude que les députés ont examiné les garanties de son sauvetage. Au cœur des débats, le projet de loi sur les cautions de l'État français pour sauver la banque franco-belge. Une garantie à hauteur de 40 milliards d'euros. Au même moment, devant le siège de Dexia à la Défense, Marine Le Pen hausse le ton et réclame le rachat de la banque par l'État pour 1 euro. 17 octobre 1961, des milliers d'Algériens manifestent dans les rues de Paris contre le couvre-feu imposé par la préfecture de police. Une manifestation violemment réprimée par le préfet de l'époque, Maurice Papon. Des dizaines de personnes sont jetées dans la Seine. Bilan officiel, 3 morts. En réalité, ce sombre épisode aurait fait plus de 200 victimes. 50 ans plus tard, des manifestations étaient organisées pour la reconnaissance de ce crime d'État. Ce crime, dont je considère qu'il est une faute politique et morale, soit au moins reconnu par la capitale de la France. La contre-attaque à droite a bel et bien commencé. Après des semaines de débats des primaires socialistes, les ténors de la majorité montent au créneau, à chacun son style, le verbe haut et les arguments bruts de décoffrage. Jean-François Copé, Nadine Morano ou encore Thierry Mariani foncent tête baissée sur le programme PS et son candidat. Ce soir, plus sobre, François Fillon, en chef de la majorité, a opposé la gravité de la situation aux rêves vendus par Hollande. On en parle avec nos invités ce soir. Guillaume Roquette, bonsoir.
Bienvenue à vous, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Avec nous également Serge Raffi. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du Nouvel Observateur et auteur de la biographie très fouillée François Hollande, itinéraire secret. Avec nous également ce soir notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Guillaume Roquette, on a attentivement suivi François Fillon ce soir. Quelle était sa stratégie? Opposer la gravité de la situation, le sérieux du gouvernement au rêve, à l'espoir, comme vient de dire Pierre Moscovici, vendu, promu par la gauche? Oui, c'est-à-dire que François Fillon s'est appuyé sur une phrase de François Hollande après sa victoire en disant il faut réinventer le rêve français. Et effectivement, tout ça a été un peu paradoxal, d'abord compte tenu de la situation, ensuite compte tenu de ce qu'a été cette primaire et les propositions de François Hollande qui font pas vraiment rêver a priori, et effectivement opposer un candidat qui est relativement virtuel encore, même dans son programme, puisque finalement on ne sait pas très bien s'il va prendre son propre programme ou celui du Parti Socialiste, et puis une majorité qui travaille. On entre dans une séquence extrêmement forte avec un sommet de la zone euro dimanche prochain, avec en particulier l'avenir des banques, puis le sommet du G20 à Cannes début novembre. Et donc effectivement, il va être relativement facile, entre guillemets, d'opposer une majorité qui est aux affaires, qui s'occupe des affaires du monde, face à un François Hollande qui est un petit peu esseulé parce qu'il gère les affaires de Tulle, ce qui est important, mais un petit peu moins quand même que celle de François Fillon. Serge Raffi, François Hollande a parlé du rêve français, mais est-ce qu'il est pour autant Hollande l'enchanteur? Visiblement non, il faut pas, non, c'est pas sérieux. Il a dit et redit que ça allait être difficile, que il est pour le fait de réduire considérablement la dette. Il a donné des objectifs, mais en même temps, moi je ne suis pas ni au Parti Socialiste ni l'attaché de presse de François Hollande. Donc ce que je peux dire, moi, ce qui m'amuse, c'est le jeu du chat et de la souris entre la droite et la gauche, c'est-à-dire qu'on a eu une très longue séquence du Parti Socialiste, et il semblerait que maintenant la droite va tirer à boulet rouge sur le programme socialiste, mais on n'est pas sûr que François Hollande va vraiment se participer à cette joute. J'ai l'impression qu'il va se mettre un peu en retrait. Il y a une espèce, là aussi, on retrouve le côté roi de l'esquive de François Hollande. Il n'est pas prêt, il pense que ce n'est pas lui. Le temps du grand débat entre la droite et la gauche, c'est encore beaucoup trop tôt. Vous pensez qu'il va pouvoir rester longtemps, l'homme du rassemblement, j'allais dire, aimable? Tant que l'avantage qu'il a, c'est que Nicolas Sarkozy n'est pas prêt, a priori, à entrer en campagne tout de suite. Et donc, il ne se déclarera au mieux qu'en début d'année prochaine, s'il se déclare, voilà, voire peut-être en février, voire peut-être pas du tout, on n'en sait rien. Et donc, vous ne croyez pas quand vous dites ça? Non, je l'ai cru, mais je ne le crois plus. Mais effectivement, ce qui est difficile, c'est que François Hollande a tout de suite il a construit sa légitimité sur une image de crédibilité, en disant, avec moi, il y aura le réformisme fiscal, ce qui n'est pas le sujet le plus fun de la vie politique française, mais au moins les gens se sont dit, ah, celui-là, il est sérieux. Et ensuite, il a dit, avec moi, il y aura non seulement les 3% de déficit dans 2 ans, mais en 2017, il n'y aura plus de déficit du tout. Donc après ça, c'est difficile de l'attaquer en disant, vous allez vider les caisses de l'État. Et dans son itinéraire, excusez-moi, on se rend compte qu'au tout début, c'est la presse économique qui a fait ressurgir François Hollande dans l'opinion. Ce sont surtout les spécialistes de l'économie qui ont regardé de plus près ce que disait François Hollande, alors que les journalistes politiques s'intéressaient beaucoup moins à lui. Maintenant, tout le monde s'intéresse à lui. Jean-Louis, juste une question ce soir, parce que François Fillon, évidemment, a beaucoup parlé de la gravité de la situation. Ils ont les mains dans le cambouis, le gouvernement. Est-ce que c'est un alibi ou c'est la réalité? C'est évidemment la réalité. Personne ne peut plus nier l'existence de la crise, et même, pour les mois qui viennent, une possible aggravation. On parle de récession, notamment. Madame Lagarde y est encore revenue aujourd'hui même. Trichet, vendredi, a parlé de crise systémique. Donc, en réalité, cette crise est une réalité indéniable. Or, j'ai remarqué qu'au cours des débats des primaires du Parti Socialiste, cette crise n'était pas présente. C'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé de la dette, qui est évidemment un énorme problème, mais de la crise en tant que telle, des problèmes des banques, financiers, tout ça a été quand même quelque part éludé. Or, l'évolution de la crise change tout, donne à cette campagne électorale une originalité absolument extraordinaire. Rappelons-nous 81. 81, c'était pas une crise, c'était une récession, et c'est sur laquelle, effectivement, M. Giscard d'Estaing a été battu, mais il a été battu parce qu'il a fait surtout une mauvaise campagne, en étant persuadé qu'il allait être réélu. Il était persuadé de cela et il n'a pas fait une bonne campagne. Aujourd'hui, Sarkozy peut se demander véritablement s'il a une chance d'être réélu. Tout est encore ouvert. Et je crois que tout, absolument, les pronostics aujourd'hui, à mon avis, ne valent pas grand-chose par rapport à cette situation de crise. Je pense que le mot-clé, effectivement, c'est esquive. C'est-à-dire que la crise a été esquivée
pendant la primaire. Et il y a aussi tout un pan du champ politique qui a été esquivé par la primaire socialiste parce que c'était des thèmes qui ne touchaient pas leur électorat. Et on va dire tout ce qui est le besoin d'autorité, tout ce qui est, d'une manière plus large, la réassurance des Français par rapport à tout ce que la mondialisation suscite comme angoisse, y compris sur des sujets très concrets comme l'immigration, comme l'islam, comme ces sujets-là, ou la sécurité, qui effectivement, dans lesquels, peut-être moins sur la sécurité, mais en tout cas sur l'immigration, où François Hollande tient un discours un peu idéalisé et sur lequel Nicolas Sarkozy ira certainement le chercher en disant est-ce que cet homme a suffisamment de poigne, d'autorité? Le candidat normal qui a les pieds sur terre, il a la tête dans les étoiles? Non, non, pas du tout. Simplement, pour le moment, il avance masqué. C'est-à-dire que son programme n'est pas un vrai programme. Pour le moment, il manque d'aspérité. On a vécu une période plus dans l'incantation qu'autre chose. Et quand Jean-Louis Gambeau parle de la crise, il est bien évident qu'à un moment donné, le grand débat sur le fait que les pays riches ne pourront certainement plus jamais vivre comme ils vivaient avant et que l'arrivée des pays émergents, le multilatéralisme, le fait qu'aujourd'hui la crise des matières premières va être encore plus ardue, encore plus aiguë dans les mois qui viennent, dans les années à venir, la gauche va avoir à poser ces questions et François Hollande, pour le moment, n'en parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une vision de tout cela. Il en a une, mais il attend le moment d'en parler vraiment, c'est-à-dire que pour le moment, bien sûr, il garde quelques armes dans sa besace. Guillaume Rocade, demain, l'UMP organise une convention pour, disent-ils, c'est pas moi qui le dis, démonter le projet PS. Est-ce que ce parti majoritaire a raison de s'en tenir à la démolition du programme de l'adversaire sans pour le moment proposer d'idées nouvelles? Je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement, dans la mesure où d'un côté il y a un programme, de l'autre côté il n'y en a pas. Donc effectivement ils font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire un programme socialiste, dont ils savent bien eux-mêmes qu'il n'est pas totalement crédible, ne serait-ce que parce qu'il a été bâti sur des hypothèses de croissance dont on sait qu'elles ne seront pas respectées l'année prochaine. Mais je pense qu'ils ont raison. Le programme socialiste, le programme économique socialiste est une espèce de produit masquant, encore une fois, de cette absence de sens et réalité. Donc ils s'attaquent à ça, mais c'est presque plus symbolique qu'autre chose, même si sur des sujets concrets, comme la retraite à 60 ans par exemple, là il y a un vrai débat. C'est-à-dire qu'on sent bien que, d'ailleurs François Fillon l'a redit ce soir, et Jean-François Copé est revenu encore ce matin en disant tous les pays d'Europe reculent l'âge de la retraite sauf nous, combien de temps pourrons-nous tenir? Ça c'est un vrai débat. Un autre qu'on n'a pas cité, c'est Alain Juppé qui a parlé récemment de nouvelles initiatives fortes à prendre pour contrer ces primaires socialistes. Est-ce qu'il pourrait s'agir peut-être de nouvelles réformes ou d'idées nouvelles fortes à développer avant la présidentielle? C'est possible, Jean-Louis? Alors, il y a resté deux dossiers. C'était la réforme du système d'assurance maladie et la réforme de la dépendance qui semble être remis à plus tard. Il y a un problème quand même du côté des amis de M. Sarkozy parce que ils n'ont toujours pas de projet. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé, l'UMP a nommé M. Le Maire comme pour rédiger le projet de l'UMP à l'occasion des présidentielles. Visiblement, ça patine, il n'y a rien qui sort, on ne voit pas très bien. M. Sarkozy a toujours dit on ne peut pas être élu sur simplement un bilan, mais on attend de ce côté-là, est-ce qu'il y a simplement le bilan, le constat de la crise, et est-ce qu'il y a derrière un véritable projet qui ne sera pas en contradiction, c'est important, avec le projet qui a été développé pour le premier quinquennat. On finit avec le vainqueur d'hier, l'homme du PS de la gauche, Serge Raffi. Vous avez parlé de l'itinéraire secret de François Hollande, un long itinéraire. Est-ce qu'il continue sa mue aujourd'hui encore, François Hollande? Est-ce qu'il va la continuer longtemps, peut-être jusqu'en 2012? C'est évident que la primaire d'abord l'a transformé. Il a enfin une légitimité. Cet homme qui a été pendant tant d'années l'intérimaire perpétuel, celui qui était le plus petit dénominateur commun de tous les éléphants du PS, à qui ne faisait pas peur, sauf depuis quelque temps, aujourd'hui, il a une légitimité comme il n'en a jamais eu, puisqu'avant sa légitimité, il la tenait plus de Lionel Jospin, ou à un moment donné de Jacques Delors. Là, cette fois, il est seul, il est face à lui-même. Donc forcément, cette posture l'a transformé. Mais il était transformé déjà depuis 2 bonnes années. On aura encore du changement. Donc merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat, d'avoir été nos invités ce soir. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre avec l'offensive ce soir de François Fillon. Au lendemain de la primaire socialiste, le Premier ministre dénonce une illusion d'optique et rappelle que la primaire socialiste ne constitue pas le premier tour de la présidentielle. Voilà, fin du journal. Restez avec nous sur Public Sénat tout de suite. L'heure du choix, c'est avec Gilles Leclerc. Je vous souhaite une très belle et douce soirée sur Public Sénat. À demain.
Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce premier numéro d'À l'heure du choix. En effet, à 6 mois de l'élection présidentielle, vous aurez à vous prononcer pour un candidat ou peut-être une candidate, mais aussi, peut-être et surtout, pour un projet. Public Sénat, en tout cas fidèle à sa mission, a décidé de traiter au fond d'un certain nombre de dossiers jusqu'à l'élection présidentielle du mois de mai prochain, en essayant de vous éclairer, en tout cas en vous conseillant. Ainsi, jusqu'au printemps prochain, nous traiterons de beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, en tout cas, la République exemplaire, avec un face-à-face entre le nouveau sénateur socialiste André Valigny, vous êtes président du Conseil général de l'Isère, et Patrick Devedjian, président du Conseil général UMP des Hauts-de-Seine. Vous êtes également député. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir aussi à vous tous, public. Cette émission en effet se déroule avec vous, avec notamment beaucoup d'étudiants de l'école du CELSA présents qui vont participer à cette émission aux côtés d'Oriane Mancini. Merci également à nos partenaires, Séance Publique, Société de Communication et Poedia, grâce à qui les internautes vont aussi vous interroger. Enfin, un grand merci évidemment au Sénat qui nous permet de réaliser cette émission dans cette très belle salle Médicis. Tout d'abord, c'est normal, quelques questions d'actualité au lendemain de cette primaire remportée par François Hollande, que l'on a entendu encore il y a quelques minutes sur le plateau de TF1. On a bien compris que ce soir, il y avait un patron, pas deux. André Valigny, c'est bien ça. Et ça sera son projet. Est-ce que ce sera aussi le projet socialiste? Comment ça va s'articuler entre le projet socialiste et le programme du candidat? Je vous confirme qu'il y a un candidat et un seul, et que c'est François Hollande, désigné à une majorité nette, sans appel, 57%, c'est une belle victoire, qui lui donne en plus une force de propulsion vers la présidentielle. Quant à son projet, c'est bien sûr à partir du projet socialiste qu'il va l'élaborer, mais comme François Mitterrand en 81 avait élaboré ses 110 propositions à partir du projet socialiste, François Hollande va maintenant donner ses priorités, son agenda sur le quinquennat 2012-2017. Donc ce sera le projet socialiste par François Hollande, proposé par François Hollande aux Français. Avec peut-être des changements par rapport à ce projet. Des changements sur le rythme peut-être, sur les priorités à donner. Je pense qu'il a été assez clair pendant sa campagne des primaires. La fiscalité, la réforme fiscale, la justice fiscale. Est-ce qu'il pourra ajouter au projet socialiste? Il va mettre l'accent sur la justice fiscale et sur la jeunesse. Ce sont ses deux priorités. Est-ce qu'il pourra, de sa propre initiative, mettre des choses supplémentaires dans le débat qui n'ont pas été contenues, ni discutées, ni débattues par le projet socialiste? Bien sûr qu'il pourra enrichir le projet socialiste, bien sûr. Enrichir. Et petite question posée d'ailleurs par un de vos collègues. Pas l'amoindrir, ni le... Il ne pourra pas le contredire? Ah, le contredire, non. François Hollande est socialiste, il a signé le projet, il l'a voté, il est engagé par le projet des socialistes. Mais il pourra peut-être le nuancer. Le nuancer, c'est ce que je disais. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs lectures, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, chez vous aussi, voilà. Si j'ai bien compris, puisque Martine Aubry lui a expliqué qu'elle était en désaccord